Oh, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 6 où nous allons couvrir le concept de la gestion des utilisateurs et des groupes locaux. OK? Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut créer des utilisateurs, comment est-ce qu'on peut créer des groupes, comment est-ce qu'on peut gérer ces groupes-là avec les utilisateurs. OK? Donc, voilà. On doit couvrir ça aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, attendez que la machine soit prête. Entre-temps, voici les topics que nous allons aborder dans ce chapitre. Découvrir, description des concepts d'utilisateurs et de groupes. Accès en tant que super utilisateur. Gestion des comptes d'utilisateurs locaux. Gestion des comptes de groupes locaux. Gestion des mots de passe des utilisateurs. OK? Donc, c'est un chapitre qui est un peu costaud. On va voir, on va attaquer ça si on a pu finir. OK? Et les gars, j'espère que vous pratiquez, hein. Vous savez, tout ce que nous faisons là, c'est pratique. C'est pourquoi on a commencé d'abord par apprendre à installer les machines virtuelles. Et également, on a vu l'option également du cloud computing. Comment est-ce que vous pouvez lancer un serveur sur cloud pour pouvoir pratiquer. On a également vu l'option également du lab de Red Hat. Donc, tous les moyens sont mis à votre disposition pour pouvoir pratiquer. OK? Donc, vous devrez pratiquer. OK? Si vous ne pratiquez pas, après, après un mois, 2 mois, vous allez oublier toutes ces commandes-là. OK? Mais si vous pratiquez, toutes les commandes que nous couvrons, on a déjà couvert beaucoup de commandes, hein, les gars. On a déjà couvert beaucoup de commandes. OK? Et je sais qu'actuellement, vous pouvez déjà utiliser des systèmes pour que vous pouvez interagir avec le système en créant des fichiers, voilà, en supprimant, en créant des répertoires, ainsi de suite. Également, en manipulant le contenu du fichier, tout ça, vous savez le faire maintenant. La séance passée, c'était hier, non, c'est avant-hier. C'était avant-hier, je crois bien. On avait couvert, comment on appelle, Vim, ok? On a couvert le concept de Vim. Donc, tout ça, c'est une accumulation de connaissances. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut couvrir, comment est-ce qu'on peut créer des utilisateurs de groupe, comment est-ce qu'on peut changer le mot de passe, se connecter en tant qu'utilisateur super user, super utilisateur, ouais. Rentrer ici, sortir ici, patati patata. OK? Donc, voyons voir si notre machine virtuelle est prête maintenant. OK. Donc, la machine virtuelle est prête. On ne va pas se connecter ici, on va se connecter à partir de Putty. OK? On a également expliqué en détail comment vous pouvez utiliser Putty. Donc, j'espère que moi, de mon côté, tout se passe bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, tout se passe bien. Si vous ne pratiquez pas, ça ne va pas bien se passer. Ah, moi, je donne le cours. Je couvre tous les topics. Donc, moi, de mon côté, en tout cas, ça va. Les noms, je ne sais pas si ça va, il n'y a pas. C'est ça, non? 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Good. OK. Donc, je vais essayer de modifier un peu ici. Change. On va aller avec 16. Le 14 est bon, hein? Yes. Au niveau de la couleur. Voilà, avec cette couleur. Yes. OK, guys. Donc, on va avec l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'un utilisateur? Aujourd'hui, il y aura beaucoup de théories. Bon, disons, je vais, je vais lire beaucoup pour vous, hein. OK? Et bon, c'est pas mes habitudes, mais bon, pour ne pas sauter, parce que j'ai remarqué que quand je mets pas d'écriture là, j'ai tendance à expliquer le concept, mais il arrive que j'oublie certains points. Donc, pour cette raison-là, bon, points importants là, j'ai tendance maintenant voilà, garder un œil sur ça pour ne pas oublier un point important. OK?
Donc, qu'est-ce qu'un utilisateur? Tout simplement, si on ne regardait pas ce qui est écrit ici, et puis on partait sur la base même d'un utilisateur, c'est quoi un utilisateur? Un utilisateur, c'est tout simplement quelqu'un qui utilise quelque chose, mais qui utilise quoi? Ici, nous sommes dans, comment on appelle, nous sommes dans le domaine du serveur, OK? Donc ici, nous sommes dans le domaine, dans l'environnement du serveur. Un utilisateur ici est tout simplement quelqu'un qui utilise le serveur. Un point très. Quelqu'un qui utilise les ressources du serveur est tout simplement un utilisateur. OK? Bon, on va voir un peu plusieurs types d'utilisateurs. Mais c'est qu'on retient pour le moment, un utilisateur est tout simplement quelqu'un qui utilise. Utilisateur, utiliser. Il y a le mot, le verbe utiliser qui vient de utilisation, utilisateur ou utilisation. Donc, utiliser quelque chose. On utilise quoi? On utilise le serveur. Donc, un utilisateur, c'est tout simplement quelqu'un qui utilise les ressources du serveur ici. OK? Maintenant, un compte d'utilisateur fournit des limites de sécurité entre... Maintenant, on parle maintenant en termes informatiques, termes technologiques. OK? Un compte d'utilisateur fournit des limites de sécurité entre différentes personnes et divers programmes pouvant exécuter des commandes. Vous voyez. Donc ici, nous sommes dans l'environnement du serveur. Maintenant, c'est le système d'exploitation Linux. Nous savons bien que pour interagir avec les systèmes, nous utilisons des commandes. Maintenant, pour pouvoir exécuter une commande, vous avez besoin d'un compte. Et c'est ce que nous appelons tout simplement le compte d'utilisateur. En tant qu'utilisateur, vous avez besoin d'un compte. Et maintenant, lorsque vous avez ce compte-là, ce compte va décider du niveau de privilège que vous avez. Quel type de commande vous pouvez exécuter, quel type de commande vous ne pouvez pas exécuter. Ouais. Donc, du coup, ça fournit quoi? Des limites de sécurité entre différentes personnes. Donc, je prends un exemple. Vous êtes l'administrateur et puis il y a un employé qui est là. OK? Vous avez créé un compte pour l'employé. Bon, l'employé n'a pas le même niveau de privilège que vous. Vous avez le niveau de privilège le plus élevé, qui est le super user. Alors que comment on appelle l'employé, vous avez créé un compte standard pour l'employé pour qu'il puisse utiliser certaines ressources. Tout simplement. Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez restreindre certaines commandes. Donc, du coup, il n'a pas le même niveau de privilège que vous. Les utilisateurs ont des noms d'utilisateurs pour les identifier aux utilisateurs humains. Faciliter le travail. Okay? En interne, le système distingue les comptes d'utilisateurs par le numéro d'identifiant. Ici, je vais mettre quelque chose et puis vous allez voir. Si je mets ici ID, regardez ici, et mon nom, c'est Saiba Nyampa. Mais regardez ici ce qui est là. C'est mis entre parenthèses. Et ici, on dit quoi? UID 1000. OK? Tout simplement, le système identifie ces comptes-là, d'utilisateurs-là, par une identité numérique que vous pouvez voir ici. OK? Sinon, le système, moi, ça, c'est nous. Pour que nous, on puisse se retrouver facilement, on connaît ce nom. Mais voici ce que le système retient ici. OK? Donc, chaque nom a une identité qu'on appelle UID, User ID, associée à ce nom. Également, vous pouvez voir là, Group ID, identité du groupe. OK? On va discuter de ça. On va parler de ça tout à l'heure. OK? Donc, c'est ce qui permet au système de distinguer. OK? Maintenant, voilà. Donc, le système distingue les comptes d'utilisateurs par le numéro d'identification unique. OK? L'identifiant d'utilisateur ou UID, User ID. UID is standing for User ID, qui leur sont attribués. Donc, à chaque fois que vous créez un utilisateur, il y a un UID qui lui est attribué. OK? Good. Dans la plupart des scénarios, si un humain utilise un compte d'utilisateur, le système attribue un mot de passe secret à l'utilisateur pour prouver qu'il est l'utilisateur autorisé à se connecter. Donc, à chaque fois que vous créez un utilisateur, pour que la personne puisse se connecter, vous avez besoin de créer un mot de passe pour la personne. Ça permet au système ici de pouvoir, comment on appelle, de vérifier si vous êtes autorisé à avoir accès aux ressources. Bon, on va voir ça plus en détail dans quelques instants. OK, donc c'est ce que c'est qu'un utilisateur. Donc ici, pour pouvoir avoir accès aux ressources du serveur, pour pouvoir utiliser les ressources, pouvoir interagir avec le serveur,
pour pouvoir voilà, exécuter des commandes, vous avez besoin d'un compte. OK? Les comptes d'utilisateurs sont essentiels à la sécurité du système. Chaque processus, programme en cours d'exécution du système exécute les noms d'un utilisateur particulier. Chaque fichier est la propriété d'un utilisateur particulier. Okay? Donc, la propriété des fichiers permet au système d'appliquer le contrôle d'accès aux utilisateurs. Et vous êtes connecté là, vous créez votre fichier, vous êtes le propriétaire du fichier. Bon, c'est à travers votre compte que le système va savoir que ce fichier-là, c'est vous qui avez créé ce fichier. Donc, le système va vous permettre de contrôler l'accès à ces fichiers à travers votre compte. Mais si vous n'avez pas de compte, est-ce que vous pouvez le faire? Non. Donc, votre compte ici est très important. C'est appliqué à tout le monde. Lorsque vous travaillez, vous gérez les serveurs d'une organisation, au niveau de... OK? Lorsque vous gérez les serveurs d'une organisation, au niveau des utilisateurs, il faut vraiment prendre ça au sérieux, OK? Parce que même lorsque quelque chose se passe au sein du serveur, quelque chose se passe au niveau du serveur, à partir du nom d'utilisateur, on peut savoir qui a fait quoi. Tout ce que vous faites comme opération sur le serveur, l'administrateur peut savoir ce que vous faites. L'administrateur peut savoir qui sont ceux qui sont connectés sur le serveur. Ouais. Regardez, quand je mets ici users, on dit que pour le moment, c'est Cyber celui qui est connecté sur ce système. Si par exemple, il y avait par exemple 10 personnes qui étaient connectées sur ce serveur à présent, je pouvais voir toutes les 10 personnes ici. OK? Et puis, bon, ça, ce sont des commandes un peu avancées. OK, on va pas aller là-bas. Donc, ici, le compte d'utilisateur va permettre tout simplement de gérer le serveur. Et également, ça va faire quoi? Ça va mettre en garde ceux qui ont les mauvaises intentions. Parce que vous vous connectez au serveur. Mais si vous savez que tout ce que vous faites là, l'administrateur est au courant de tout, vous allez vous méfier, non? Vous allez faire attention. OK? Donc, l'utilisateur, l'utilisateur auquel un processus de code d'exécution est associé détermine à quel fichier et répertoire ce processus peut accéder. OK, donc maintenant, nous avons trois principaux types de comptes d'utilisateurs qui sont le super user, l'utilisateur et système et puis l'utilisateur normal. Donc, nous avons au total, au niveau du serveur Linux, nous avons trois types de comptes d'utilisateurs. Permettez-moi de bien me positionner là. OK. Donc, retenez ça, OK? Au niveau du serveur Linux, nous avons trois types de comptes d'utilisateurs. Nous avons l'utilisateur super, comment il dit ça en français? Super utilisateur, OK? Super utilisateur, c'est tout simplement l'utilisateur qui a le contrôle de tout. Il peut corrompre le système. Il peut faire tout ce qu'il veut, en fait. En fait, c'est le boss. Il fait tout ce qu'il veut. Il a l'œil sur tout. OK? Ça, c'est le super utilisateur. Mais nous avons l'utilisateur système. L'utilisateur système, c'est tout simplement des utilisateurs qui ont été créés pour gérer certains processus. On va les voir tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des utilisateurs. Donc, je vais mettre un exemple ici, vous allez voir. Je vais mettre ici sudo et tail. On a déjà vu cette commande. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui ne sait pas de quoi je parle ici, c'est qu'il y a un problème. OK? C'est qu'il y a un problème. OK, donc ici, regardez par exemple, vous voyez là, bon, nous avons l'utilisateur Patrice, nous avons l'utilisateur Zongo, nous avons l'utilisateur Assi, nous avons l'utilisateur Saïba, mais hormis ces utilisateurs que nous avons eu à créer, pendant notre formation, regardez ici, il y a des utilisateurs ici que nous n'avons pas créés, qui existent dans le système. C'est ce que nous appelons les utilisateurs système. OK, TCP, dump, OK, DNS mask, Chrony, SSHD, Genome, tout ça, ce sont des utilisateurs. Mais on les appelle les utilisateurs système. Ces utilisateurs-là ont été créés là pour pouvoir exécuter et puis contrôler certains démons. OK? Certains processus, en fait. Donc, ces utilisateurs, par exemple, vous voyez ici SSHD. L'utilisateur SSHD ici permet tout simplement de contrôler le démon SSHD, un processus de SSHD. Donc, nous avons ce Chrony. On va discuter de ça plus tard. TCP dump, DNS mask, OK? Système D, OK? Ça, ce sont des utilisateurs, mais ce sont des utilisateurs système. Et ici, nous n'allons pas
et les utilisateurs système ne nous concernent pas. Ça fait partie de la configuration des systèmes. Ça est au-delà de notre formation. Nous ne sommes pas là pour développer un système d'exploitation. OK, donc ces utilisateurs-là sont des utilisateurs et qu'on appelle du système, OK, qui sont au-delà de notre formation. Ce que nous allons gérer ici, sont ces utilisateurs-là que nous créons. Et également, on va voir également les groupes. OK? Good. Maintenant, nous avons les utilisateurs qu'on appelle normaux. Ces utilisateurs sont tout simplement les utilisateurs, comme vous pouvez voir ici. Nous avons l'utilisateur AC, l'utilisateur Patrice, l'utilisateur Zongo, ainsi de suite. Allez-y. Oui, s'il vous plaît, juste pour vous ramener l'écran pour que je puisse voir bien la commande qui a été tapée avant qu'on ne voit tous ces utilisateurs. OK, vous ne voyez pas bien l'écran? Non, en haut, Non, bon, est-ce que... Vous parlez de quel écran? Le terminal ou bien l'écran ici? Non, le terminal, pas du terminal. Bon, il n'y a Vous avez pas... tapé une commande. OK, la commande, mais vous connaissez ça. Vous connaissez la commande. Où est la commande là? Non, on va discuter de ça aujourd'hui. Okay, je n'ai pas encore parlé de ça. Sudo, je n'ai pas encore parlé de sudo. Mais tel, vous savez déjà tel. OK, tout ça, on a déjà parlé de ça. C'est celui-là, cette commande-là qu'on n'a pas encore discuté. Et aujourd'hui, on va couvrir ça, sudo. OK? All right. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, l'utilisateur normal ici, c'est tout simplement un utilisateur lambda que vous créez. Par exemple, un employé vient de rejoindre l'entreprise, l'organisation, et puis voilà, vous devrez créer un compte pour l'employé afin qu'il puisse utiliser les ressources du serveur, OK, pour pouvoir accomplir comment on appelle, son devoir. OK? Donc, seulement vous créez tout simplement un utilisateur normal. OK? Donc, pour voilà, le compte super utilisateur administre le système. Donc, ici, le compte super utilisateur administre le système. Le nom du super utilisateur est root. Donc, à chaque fois que vous entendez l'utilisateur racine, qu'on appelle tout simplement root, OK, le compte ici, c'est root. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Coupez votre micro, OK? Le nom du super utilisateur est root. Et le compte est associé à l'UID 0. Ça, c'est question d'examen. OK? Quel est le compte, quelle est l'identité du compte root, compte du super utilisateur? OK? Le compte, c'est root, et puis le UID, user ID, c'est 0. Donc, il faut garder ça une fois pour toutes. Le UID 0 est tout simplement associé au nom d'utilisateur root, au compte d'utilisateur root ou un compte de super utilisateur. OK? C'est comme la première identité du système. 0. Okay? Le super utilisateur dispose d'un accès complet du système. Vous pouvez voir là, un accès complet du système. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais nous avons les comptes d'utilisateurs système qui sont utilisés par des processus fournissant des services de support. Ces processus ou démons, OK, n'ont généralement pas besoin de s'exécuter en tant que super utilisateur. Il s'agit de comptes sans privilège assignés qui permettent de sécuriser les fichiers, OK, et d'autres ressources, les uns des autres, et des utilisateurs standards du système. Les utilisateurs ne se connectent pas de manière interactive à l'aide d'un compte utilisateur système. Okay? Mais nous avons les comptes, les utilisateurs standards. Donc, la plupart des utilisateurs ont un compte d'utilisateur standard qu'ils utilisent pour leurs travaux, pour leur travail, OK, quotidien. Chacun, OK, bon, pour leur travail quotidien, comme les utilisateurs système, les utilisateurs standards ont un accès limité du système. Donc, vous pouvez voir ici, le compte super utilisateur est quoi? Un accès complet du système. Alors que le compte utilisateur standard a un accès limité au système. Donc, c'est la différence qu'elle a. Mais le compte utilisateur système sont tout simplement les comptes utilisés par les processus, les démons. OK? Donc, voici un peu la différence entre les trois types. D'ailleurs, nous avons seulement trois types d'utilisateurs, de comptes d'utilisateurs dans le système d'exploitation Linux. OK? Donc, utilisez la commande ID, OK? ID pour voir. J'espère que le terminal est visible à tout le monde. Est-ce que la couleur là, ça vous va?
Si c'est visible, je vais continuer. Autrement dit, je peux changer. Hein. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Bon, si vous ne répondez pas, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. OK, si personne ne répond, ça veut dire que ça va. Moi, je vais continuer. OK, donc, utilisez, allez-y. OK, donc, utilisez la commande ID. Lorsque vous exécutez ID, ça va vous donner tout simplement. Attendez, je vais changer la couleur. OK. Donc, utilisez la commande ID. OK, lorsque vous exécutez la commande ID, vous allez voir votre propre identité. Vous êtes connecté en tant qu'équipe. Vous voyez ici, quand j'exécute ID, vous voyez ici UID, c'est 1000. Pour l'utilisateur Cyber Nyampa, vous voyez ici, c'est 1000. GID, Group ID, vous avez 1000. OK. Et puis, Group ID encore, Groups ID, vous avez 1000, ainsi de suite. OK. On va voir ça en détail dans quelques instants. Donc, pour afficher les informations basiques sur un autre utilisateur, transmettez le nom d'utilisateur à la commande ID. OK? Donc, si vous voulez voir, par exemple, pour un autre utilisateur, quand je mets ID, c'est tout simplement celui qui est connecté présentement là. Le présent utilisateur, ce sont ces détails qui sont montrés là. Maintenant, si vous voulez, par exemple, voir l'utilisateur, on a d'autres utilisateurs dans le système. Vous pouvez voir ici, nous avons l'utilisateur AC, Zongo et puis Patrice. Donc, je peux mettre tout simplement ID et puis je mets ici, par exemple, Zongo. OK? Et puis, quand je rentre là, vous allez voir les détails sur l'utilisateur Zongo. Vous voyez ici, UID, c'est 1003. OK? GID, groupe ID, c'est 1003 également. Et puis, groupe, c'est 1003 également. OK? Good. Donc, utilisez la commande ls-l. On a déjà vu ces commandes-là, ls-l, pour afficher les propriétaires d'un fichier. OK? Utilisez la commande ls-d pour afficher les propriétaires d'un répertoire. OK, donc pour le moment, est-ce que je ne sais pas s'il y a créé des fichiers ici? LS? OK, je n'ai pas encore créé des fichiers. Donc, je vais tout simplement touch, let me touch. OK, touch F1, F2, F3, F4, F5. OK, donc maintenant, quand je mets LS, vous pouvez voir les utilisateurs. Maintenant, mettez ls-l, on a déjà parlé de ça. Là, comme ça, vous allez voir, et comme on appelle les répertoires ainsi que les directoires. Okay. les directoires. Les répertoires ainsi que les fichiers. OK. En mettant -L, long list, ça va vous permettre tout simplement de voir les propriétaires des fichiers. Vous pouvez voir ici qui est le propriétaire des fichiers. C'est Cyber Nyampa. OK. Vous pouvez voir tous ces fichiers-là, tous ces répertoires-là. Là où vous voyez D, ça veut dire tout simplement directory, c'est-à-dire ce sont des répertoires. Là où vous voyez dash, ça veut dire tout simplement que c'est un fichier. OK? Mais pour mettre la différence, vous pouvez tout simplement, par exemple, ajouter ici 10. Là, c'est seulement et comment on appelle, direct, comment on dit ça? Les répertoires qui seront montrés. FND, LS, ça ne monte pas. Ça monte les doigts. OK, no problème. OK? Moi, je n'ai pas encore créé, et comment on appelle, des répertoires ici. OK? Donc, c'est pourquoi ça ne monte pas. Donc, ce que je vais faire, mkdir. OK? Et puis, je mets là. Et l'article, je mets là RHIL 9. OK. Ça aussi, ça s'affiche pas. OK. Donc, on peut aller avec ça tout simplement. OK. Donc, vous pouvez voir là que ça s'affiche là maintenant. Qui est le propriétaire? Cyber Nyampa. Maintenant, ce que vous voyez en second lieu ici, c'est le groupe dans lequel, et comme on appelle, Cyber Nyampa se trouve. Donc, on va voir plus tard que lorsque vous créez un nom d'utilisateur, par défaut, le même nom est créé aussi en tant que le groupe dans lequel il se trouve. C'est comme votre numéro WhatsApp. Lorsque vous avez un compte WhatsApp, vous pouvez créer des groupes, non? Et puis ajouter des gens. Autrement dit, vous pouvez créer un groupe et puis vous-même vous êtes dedans. OK? Vous ajoutez vous-même votre propre numéro et puis vous êtes deux seulement dedans, vos deux numéros. OK? Donc, voilà. Ici,
et lorsque vous créez un nom d'utilisateur, par défaut, ce nom d'utilisateur crée également un groupe. Et dans ce groupe, vous êtes dans ce groupe. Maintenant, lorsque vous créez des fichiers, et vous allez voir que le fichier également est accessible à travers le groupe. On va arriver sur ça plus en détail plus tard. Le fichier sera accessible via le groupe également. Donc, si vous voulez, par exemple, que quelqu'un puisse avoir accès à vos fichiers, vous pouvez tout simplement ajouter la personne à votre groupe. Quand je mets ici ID, tout simplement, vous allez voir ici, on dit quoi? Vous pouvez voir ici Cyber Nyampa, ça c'est le nom d'utilisateur. Et puis GID 1000. Et puis ici encore on dit quoi? Cyber Nyampa. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de tout simplement, si vous créez un utilisateur, vous l'ajoutez à ce numéro. Et puis il va maintenant appartenir à ce groupe. Là, comme cela, tous les fichiers que vous créez là, tous ceux qui sont dans le groupe, c'est comme un groupe WhatsApp. Aujourd'hui, par exemple, avant que vous ne vous connectiez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé les liens dans le groupe Rare Hat. OK? Batch 1. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu? Tous ceux qui sont dans le groupe ont reçu. Mais on a un autre groupe général des Red Hat. Donc, du moment que je ne partage pas les liens là-bas, ils ne peuvent pas recevoir. C'est seulement vous qui êtes dans le groupe qui recevez ces liens. Ouais. Donc, voilà un peu l'importance du groupe. Okay? Le groupe, à partir du groupe, vous décidez qui peut avoir accès aux fichiers que je crée, aux fichiers que je partage. Ouais. Mais dans le cadre d'ici, c'est par exemple lorsque vous créez un fichier, tous ceux qui sont dans le groupe pourront avoir accès à votre fichier, lire, écrire et OK, on va parler des permissions à partir du chapitre prochain. Et puis, on va voir ici la différence. En tant que groupe ici, quelqu'un qui est dans le groupe, qu'est-ce que la personne peut faire avec ces fichiers-là? On va parler de ça. Okay, donc, ce qui est là, on va parler de ça. On aura une séance sur ça. Ce sont les permissions, ce que vous voyez ici. On va décortiquer ça en détail. OK? Good. J'espère que c'est clair. OK? Good. OK, donc maintenant, utilisez la commande PS pour afficher les informations relatives au processus. OK, par défaut, seuls les processus du shell actuel sont affichés. Utilisez la commande PS avec l'option A. A, ça veut dire tout simplement all pour afficher tous les processus liés à un terminal. Utilisez la commande PS avec l'option U pour afficher également les utilisateurs, c'est-à-dire afficher l'utilisateur associé à un processus. Lorsque vous exécutez PS O, vous allez voir les processus qui sont en cours d'exécution. Qui sont les utilisateurs qui les exécutent présentement? Okay? Donc, pour ça, je vais aller sur Red Hat ici et me connecter en tant que root. OK. Oh, je vais me connecter en tant que Zongo ici. Le mot de passe, c'est quoi? C'est N. Okay. Donc, en attendant que ça s'ouvre, nous, on va continuer. Maintenant, si vous rentrez dans l'espace noir ici, puis vous n'arrivez pas à sortir, cliquez sur CTRL-ALT. OK? Là, ça va relâcher la souris. OK? Donc, ici, lorsqu'on exécute ici, et PS, ça veut dire, ça vous permet tout simplement de voir les processus qui sont en cours d'exécution. PS. Si vous mettez PS, tout simplement, vous allez voir les processus qui sont là. Mais pour avoir plus d'informations, si vous voulez voir tous les processus, vous pouvez ajouter E. Là, ça va vous montrer tous les processus. Maintenant, si vous voulez savoir qui sont ceux qui exécutent ces processus-là, en ce moment, il faut aller avec PS. All, A, ça veut dire all, et puis U, ça veut dire users. Et puis, donc, ça va associer avec les utilisateurs. Donc, maintenant, vous pouvez voir ici, OK? On dit ici quoi? User, ici, ce sont les utilisateurs. On a ici Cyber Nyampa, on a Zongo, et puis ici, on a Cyber Nyampa. Donc, ça veut dire tout simplement que ces processus-là sont exécutés par... Donc, attendez, je vais mettre ça ici. OK, ces processus-là sont exécutés. C'est pas... It's not fully. OK, ces processus-là sont exécutés par ces utilisateurs que vous voyez ici. Maintenant, PID, vous pouvez voir ici. Ça, ce sont les identités des processus. On n'est pas encore arrivé sur ça, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Quand on va arriver sur le chapitre sur les processus, on pourra voir ici comment est-ce qu'on peut tuer des processus, comment on peut arrêter des processus, comment on peut, comment on appelle, terminer des processus, ainsi de suite. OK? Memory, comment on appelle l'espace de mémoire que ça exécute, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici d'abord, c'est qui sont ceux qui ont exécuté ce processus-là. OK? Ceux qui ont exécuté ce processus-là, c'est tout à l'heure, j'ai exécuté PS. OK? Donc, ici, vous pouvez voir, c'est un processus qui a été exécuté. OK? Donc, vous voyez ici qu'on dit que c'est Cyber Nyampa. La séance passée, il m'était connecté en tant que Zongo. OK? Donc, vous voyez là. OK? Et ici,
Cyber, et ça également, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis, comme on appelle la séance passée. OK? Good. Donc, ici, vous voyez, PS, ça vous montre, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est les utilisateurs. Sinon, les restes là, on va voir ça plus tard. OK? Maintenant, par défaut, les systèmes utilisent le fichier /etc/password. Depuis là, j'utilisais ces fichiers, mais on n'a pas encore expliqué. C'est aujourd'hui qu'on est arrivé sur ça. Pour stocker les informations concernant les utilisateurs. Donc, pour pouvoir avoir les informations concernant les utilisateurs que vous créez, où est-ce que vous pouvez comment on appelle les avoir? C'est en allant sur /etc/password. C'est ce fichier qui fait quoi? Qui stocke les informations concernant les utilisateurs locaux. Donc, tous les utilisateurs du système, vous pouvez les voir au niveau de ces fichiers. Donc, on va voir là. Je mets ici, tout simplement, 4. OK. Et puis, je vais sur /etc/password. OK. Et ici, vous allez voir. Regardez ici. Tout ça, ce sont des utilisateurs, y compris les utilisateurs du système. Vous pouvez voir ici. Regardez ici. L'utilisateur root, ça commence avec l'utilisateur root. Voici la commande qui est exécutée. Ça commence avec l'utilisateur root. Et puis, quel est, vous pouvez voir ici 0, c'est l'identité. Et puis 0, c'est groupe ID. OK? Maintenant, vous voyez ici, tout ce qui est sur la sont des utilisateurs démon, bin, OK, ADM, LP, Sync, Shutdown, Health, Mail, Operator, Games, FTP, Nobody, Systemd, ainsi de suite, OK? Mais tout ça, ça ne nous concerne pas. On a déjà vu les différents types d'utilisateurs, OK? Donc, le premier utilisateur ici que j'ai eu à souligner, c'est l'utilisateur, le super utilisateur. Maintenant, tout ce qui suit là, ce sont des utilisateurs du système. Et maintenant, ce que vous voyez ici, ce que nous avons eu à créer, ce sont des utilisateurs standards. OK? Donc, dans ce fichier, vous avez accès à tous les utilisateurs du système, les utilisateurs locaux. OK? Donc, lorsque vous gérez le serveur, si vous voulez savoir toutes les personnes qui ont un compte sur le serveur, vous visitez ces fichiers et vous allez voir les informations sur le serveur. Ici, vous avez toutes les informations sur le serveur. Et également, on va voir tout à l'heure ce que cela signifie. Nous avons cette, comment on appelle, paramètres ici. Donc, nous avons Zongo, colonne, X, colonne, 1003, colonne, 1003, colonne, /home, /zongo, colonne, /bin, /dash. OK, je vais expliquer ça tout à l'heure. OK? Donc, ici, ça vous donne beaucoup d'informations sur l'utilisateur. OK? Ça vous donne beaucoup d'informations sur l'utilisateur. Et également, on peut manipuler tout ça. OK? On va voir ça tout à l'heure. OK, guys? J'espère que c'est clair. Donc, le fichier qu'on retient ici pour le moment, c'est /etc/password. Retenez ce fichier, c'est très important. Moi, depuis le début même, j'utilisais ce fichier sans expliquer. Donc, aujourd'hui, maintenant, vous savez. Maintenant. Donc, ce fichier est le fichier qui contient tous les utilisateurs locaux. OK? Donc, si vous voulez avoir une information sur un utilisateur, vous pouvez voir ici, venez ici. Et puis, vous allez avoir l'information sur l'utilisateur. OK? Maintenant, lorsque vous exécutez la commande 4, et on a déjà exécuté ça, vous voyez maintenant, chaque utilisateur a ces paramètres-là. OK? Par exemple, vous avez l'utilisateur 1 ici. Donc, je vais créer un utilisateur ici, qui est l'utilisateur 1 également. Et puis, on va voir. OK? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, je voulais savoir en fait la différence entre les utilisateurs normaux et puis utilisateurs super. OK. Super utilisateur. Puisque c'est vrai que c'est nous, on a créé le compte Patrick Assis Zongo. Et Oui. comment on peut savoir que ce n'est pas les utilisateurs système, par exemple? OK, je vais parler Quelle de est ça la tout à l'heure. différence? Je vais parler de ça. Moi, ce qu'il faut savoir, Ok. c'est qu'au niveau de Red Hat, tous les utilisateurs du système, et comme on appelle, ont une identité inférieure à 1000. Bon, ce sont des trucs que je vais couvrir aujourd'hui. Vous pouvez voir que tous les utilisateurs que nous n'avons pas créés, leur identité est inférieure à 1000. Et les utilisateurs standards que nous créons, l'identité commence à partir de 1000. Donc, tout utilisateur que vous voyez qui a une identité supérieure ou égale à 1000 est tout simplement un utilisateur standard. Donc, ça, c'est là. Ok. Voilà. Ça, c'est bien noté. Maintenant, la suite, c'est est-ce qu'on peut créer un super utilisateur? Par exemple, on a créé Zongo. Est-ce qu'on peut l'amener à super utilisateur?
Vous pouvez lui donner un niveau de privilège élevé. Mais vous ne pouvez pas. Le super utilisateur est unique, c'est root. Vous pouvez voir ici. Et il a pour l'identité 0. Maintenant, vous pouvez par exemple ajouter, comment on appelle, Django sur dans le groupe de root ici. Plus tard, nous allons voir également les sudo, un fichier qu'on appelle sudo. D'ailleurs, même c'est ça ici en train d'exécuter ici, sudo. On va voir un fichier sudo aujourd'hui, même si le temps permet. OK? Et là, on pourra faire quoi? On pourra donner, on va ajouter, par exemple, les utilisateurs que nous voulons qu'ils puissent exécuter les commandes du niveau racine, c'est-à-dire des super users. On va tout simplement les associer là-bas. Là, comme cela, ils pourront exécuter les mêmes tâches que root. Mais tout en utilisant sudo ici. Il y a beaucoup de restrictions qui sont là, il y a beaucoup de sécurité, mais ils pourront faire tout ce que l'utilisateur peut faire. C'est-à-dire, ils peuvent supprimer des fichiers, okay? Ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais toutefois, ils ont des limites. Il y a des trucs, c'est seulement l'utilisateur super qui peut le faire. Okay? All right. Donc, si c'est clair, on va continuer. Mais on va voir ça également. On va voir comment, par exemple, on a créé l'utilisateur Django, Patrice, Assis. On va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser à exécuter certaines commandes. Je vais revenir ici, puis vous allez voir ce que je vais faire ici. Je vais aller sur Django, par exemple. Ici, là. Attendez, je vais me connecter ici à nouveau. Let's just duplicate here. OK. Par exemple, Django. Le mot de passe est 1, non? Donc, on voit que je suis connecté ici. Maintenant, si j'essaie, par exemple, 4/etc/password. OK. Bon. Et cette commande-là, j'arrive à afficher ce que je vais faire ici. Je vais, par exemple, essayer cd/root. Regardez ici. On me dit quoi? Permission deny. On me dit que je n'ai pas accès parce que c'est un utilisateur standard. L'utilisateur standard ne peut pas faire ça. Bon, si par exemple j'utilise la commande sudo, ici, on va voir ça plus tard, qui va nous permettre tout simplement de donner le niveau de privilège à l'utilisateur standard. Mais pour le moment, on n'a pas encore donné ça à Django. Donc, voyons voir. Sudo/root. Et regardez ici, on nous dit quoi? We trust you have received the usual letter from the local system administrator. It usually boils down to these three things. Respect the privacy of others. Think before you type. With great power comes great responsibility. Regardez ce qu'on nous dit ici. OK? Et puis maintenant, on nous demande de donner le mot de passe. On va donner le mot de passe et puis on va voir ce qu'on... On dit quoi? Django is not in the sudo files. This incident will be reported. Parce qu'il n'est pas un utilisateur, il n'a pas le niveau de privilège du super utilisateur. Donc, il peut pas il y a des commandes qu'il ne peut pas exécuter. Ouais. Alors que ici, si je reviens ici, je mets sudo/root, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on me demande le mot de passe, je donne le mot de passe. Et puis, regardez, on dit quoi? Commande not found. On dit quoi ici? Sudo/root. On dit quoi? La commande n'est pas trouvable. Attendez, je vais voir. Je fais. OK. Sudo, j'ai sauté sur une commande cd root. OK. OK, j'avais sauté cette commande-là. Oh là là. OK. Donc, present working directory. Et. Wait. Attends, moi, j'ai sauté là. Permission deny. Maintenant, si je vais avec sudo, je n'ai pas besoin. J'ai déjà exécuté ça dans sudo. cd/root. OK. Donc, ici, là, si je vais maintenant, present working directory, ici, cd, cd, present working directory, cd, OK, ls, cd, OK, root, OK, permission deny. Vous voyez que je n'arrive pas à rentrer. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'utilisateur racine ici. Cependant, si par exemple je partais sur... Bon, ça, ce sont des trucs que... Moi, je vais laisser ça et puis... Donc ici, maintenant, vous pouvez, voilà, present working directory, mais moi, je vais continuer le coup en même temps.
Donc, ce sont les trucs que je vais couvrir. Mais si je saute pour venir couvrir ça ici, non seulement ça va nous retarder, mais également ça va vous mélanger. Donc, suivons et qu'on appelle les étapes pour pouvoir y arriver. OK, donc, lorsque vous utilisez, vous regardez l'utilisateur ici, donc, c'est qui ça? Oh là là, je dois sortir d'ici, exit. OK. Donc, maintenant, CD. OK, deuxième token. On a déjà vu tous ces commandes-là. OK, donc, yes. Donc, maintenant, lorsque vous regardez l'utilisateur, donc, je vais revenir ici et puis on va voir. Et 4 /etc/password. OK? Donc, vous pouvez voir là. Donc, si on regarde par exemple l'utilisateur Zongo, qu'est-ce qui se passe là? L'utilisateur Zongo, après Zongo, nous avons plusieurs paramètres qui viennent. OK? Quelle est l'utilité de ces paramètres? Au moins, qu'est-ce que ça signifie? Voyons voir ici. OK? Donc, considérez chaque partie du bloc. Donc, vous pouvez voir ici que chaque partie du bloc séparée par des points colonnes. OK? On va voir maintenant chaque partie, ce que ça signifie. Nous avons la première partie qui est user01 ici. Ça veut dire que c'est le nom d'utilisateur de ce. C'est le nom d'utilisateur de ce utilisateur. OK? De cet utilisateur. Mais en seconde, qu'on appelle paramètre X. X veut dire tout simplement le mot de passe chiffré. OK? Était historiquement stocké ici. Il s'agit maintenant d'un espace réservé. OK? Et le mot de passe était stocké ici, mais maintenant c'est juste sur réserve. X ici réserve tout simplement la place du mot de passe, mais le mot de passe est stocké dans un autre fichier qu'on va voir plus tard. OK? Nous avons le troisième paramètre qui est 1000. OK? 1000 ici, numéro UID de ce compte d'utilisateur. Donc, lorsque vous créez un utilisateur, nous avons un UID et puis nous avons un GID. Ici, le premier 1000 que vous voyez, c'est UID. Second 1000 que vous voyez là, second facteur là, paramètre là, c'est GID du groupe principal de ce groupe utilisateur. Les groupes seront abordés plus loin, okay, plus tard. Maintenant, on a ici user1. User1, ça veut dire quoi? Brief comment. Ici, c'est un commentaire. Vous pouvez, on va voir ça tout à l'heure. OK? Donc, bon, attendez, je vais finir ça d'abord. On peut modifier tout ça. Hein, OK? On peut modifier tout ça. Donc, user1, c'est juste un commentaire. Par exemple, vous, il y a un nouvel employé qui vient d'arriver dans l'entreprise et puis vous créez un compte pour lui. Maintenant, par exemple, il est du département de gestion. Okay? Ou bien il est du département de marketing. OK? Mais comme il y a plusieurs employés qui ont le même nom que lui, vous voulez faire la différence. En ce moment, lorsque vous créez son nom, parce que, par exemple, il s'appelle Adama. OK? Alors qu'il y a déjà 3 autres employés qui s'appellent Adama. Donc, en créant son nom, vous pouvez commenter. Vous pouvez dire, par exemple, Adama du département de marketing. En donnant un commentaire. Ce commentaire-là, c'est à partir de c'est au niveau de ces paramètres que vous pouvez l'ajouter ici. OK? On va voir dans quelques instants comment on peut donner ça. Maintenant, nous avons ici qu'on appelle le prochain paramètre que vous voyez, c'est /home/user1. Ici, c'est tout simplement le répertoire des bases, le répertoire personnalisé de l'utilisateur. C'est le répertoire personnel de l'utilisateur et le répertoire de travail initial au démarrage du shell de connexion. Donc, à chaque fois que vous vous connectez, par exemple, je viens de me connecter en tant qu'utilisateur Zongo ici. Si je mets ici pwd, vous allez voir que ici dans /home/Zongo. Donc, vous pouvez voir ici /home/Zongo. On peut, comment on appelle, changer ça, mais par défaut, ça vient avec /home/ le nom de l'utilisateur. Donc, vous pouvez voir ça ici. OK, /home/Zongo. Pour Patrice également, /home/Zongo. Et sur le /Patrice. Pour AC, /home/AC. Vous voyez. OK? Good. Donc, on continue. Maintenant, nous avons maintenant le dernier paramètre qui est le programme Shell. OK, par défaut de cet utilisateur. Le programme Shell ici, on va parler de Shell plus tard, mais il faut savoir que nous avons plusieurs types de Shell. Mais comme appelle Red Hat ici, utilise par défaut Bash, Born Again Shell. OK? On va parler un peu plus tard de ces programmes-là, mais pour le moment, retenez ça. Donc, voici un peu tous les paramètres ici expliqués. OK? Donc, lorsque vous prenez, nous avons 7 paramètres. Nous avons le nom d'utilisateur, le mot de passe, le UID, OK, GID, comment, ici c'est commenter, OK. Maintenant, nous avons home directory, OK. And then we have what? We have the shell, /bin/bash, OK.
Good. Maintenant, on vient de finir avec cette histoire des utilisateurs. Voyons voir maintenant le groupe. Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, quand on parle de groupe WhatsApp, c'est quoi un groupe WhatsApp? Et quel est l'objectif de créer un groupe WhatsApp? OK? Vous créez un groupe WhatsApp lorsque vous avez des personnes là avec qui vous voulez partager des informations échangées. Par exemple, nous avons créé un groupe des Red Hat pour tous ceux qui se sont inscrits pour suivre la formation des Red Hat. OK? Donc, le besoin s'est fait sentir de créer un groupe là où on pourra partager les informations communes et puis encore d'autres fichiers. OK? Dans ce groupe-là, on partage les liens de cours, on partage des documents, ainsi de suite. Oui. Et donc, créer un groupe, un groupe est tout simplement quoi? OK? Est un ensemble d'utilisateurs qui devant partager l'accès aux fichiers et aux autres ressources du système. Ça, c'est dans le cadre du système ici. Mais par exemple, quand je prends l'exemple de nos groupes WhatsApp, ces personnes-là font quoi? Sur le groupe, on peut converser, on peut, comment on appelle là, discuter sur des sujets, on peut partager les fichiers, les informations, ainsi de suite. Okay? Mais dans le cas du système ici, un groupe est un ensemble d'utilisateurs devant partager l'accès aux fichiers et aux autres ressources, okay, du système. Okay? Donc, les groupes peuvent être utilisés pour accorder l'accès à des fichiers à un ensemble d'utilisateurs plutôt qu'à un seul utilisateur. Donc, ici, lorsque vous êtes dans le même groupe que quelqu'un, et si par exemple, moi, je crée un fichier, OK? Quand je crée un fichier, par exemple, je vais juste illustrer ça ici avant qu'on ne continue. Quand je mets ce ls-l, vous allez voir que j'ai des fichiers ici. J'ai créé ce fichier-là aujourd'hui, Red Hat. Moi, sur ça, c'est un répertoire. Regardez ces fichiers-là. On dit quoi? Ces fichiers qui sont là, lorsque vous êtes dans le groupe, je vais parler de ça plus tard, on n'est pas encore arrivé sur ça. Mais ce que vous voyez ici sont les permissions. Mais on nous dit quoi? Si vous êtes dans le même groupe que Saïba Nyampa, vous avez la permission de pouvoir lire le contenu de ces fichiers. Mais vous ne pouvez pas modifier. OK? Donc, par exemple, si je veux que vous puissiez modifier ces fichiers que j'ai créés là, et puis également exécuter, je peux tout simplement donner la permission au niveau du groupe. Donc, ça va permettre à tous les membres du groupe de faire quoi? De pouvoir lire le contenu, modifier et puis exécuter. OK, les gars? Good. Donc, voici un peu ce que le groupe peut nous permettre de faire. OK? Donc, par défaut, les systèmes utilisent le fichier /etc/group. Donc, les gars, donc vous voyez que nous sommes en train de découvrir les fichiers au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on avait dit quand on a parlé du système, des systèmes de fichiers de Linux? On a dit que /etc contient tous les fichiers de configuration du système. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fichiers qui sont dans /etc. Et ça va continuer. Ça va continuer jusqu'à la fin de la formation. La plupart des fichiers, parce que ce sont des fichiers de configuration du système. La plupart de tous ces fichiers se trouvent dans /etc. Donc, on a déjà vu /etc/password qui contient les noms des utilisateurs. Maintenant, on est en train de voir maintenant /etc/groupe qui contient quoi? Tous les groupes. OK? Donc, lorsque vous visitez, par exemple, 4, le contenu, bien sûr, etc/groupe. OK? Donc, on a plusieurs groupes. Donc, c'est pourquoi quand je tape sur tab, ça ne prend pas. OK? Groupe. Donc, vous voyez le contenu ici. Et vous pouvez voir les groupes qui sont là. OK? Bon, de façon explicite, on n'a pas eu à créer le groupe Zongo. On n'a pas eu à créer le groupe Patrice. On n'a pas créé Assi. On n'a pas créé Saïba. Mais vous pouvez voir ici qu'il y a le nom Saïba Nyampa qui est là en tant que groupe. C'est un groupe qui est là. Il y a Assi qui est là en tant que groupe. Il y a Patrice qui est là en tant que groupe. Il y a Zongo qui est là en tant que groupe. Si je revenais ici, au niveau du fichier password, regardez ici, on nous dit quoi? Et comment on appelle là? Ça, c'est l'identité. Tout à l'heure, on a expliqué ça. Ça, c'est l'identité UID, l'identité de l'utilisateur. Et puis ça, c'est user sur le groupe ID. Ça, c'est l'identité du groupe. Donc, ça veut dire quoi? Et quand on crée l'utilisateur, en même temps, il y a un groupe, l'utilisateur a une identité. En même temps, il y a un groupe également qui est créé pour l'utilisateur et qui a le même, quoi? Qui a le même ID. OK? Qu'on appelle la même identité. OK? Donc, je reviens là encore. Et puis, vous allez voir. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, tout ça, ce sont des groupes.
Donc, lorsque vous créez, je vais faire exprès de créer un groupe ici, sudo user add. Donc, si j'exécute une commande qu'on n'a pas encore vue, ne vous inquiétez pas. Je mets user 01. OK? 1, 2, 3, 4, 5. OK? Je viens de créer un utilisateur. Si je reviens ici, au niveau de password, regardez ici, il y a un utilisateur user 1 qui est là, qui vient d'être créé. Mais si je reviens ici, regardez ici, groupe, regardez, l'utilisateur vient d'être ajouté ici avec l'identité. OK, guys. Donc, lorsque vous, comment on appelle, créer un groupe, vous pouvez voir là. Nous avons des informations également au niveau du groupe et vous pouvez voir là. Nous avons d'abord, comment on appelle, on va aller avec l'utilisateur qu'on vient de créer ici. Ou bien l'utilisateur, yes, c'est la même chose. Donc, vous avez le premier paramètre qui est quoi? Le premier paramètre, c'est tout simplement le nom du groupe. Donc, c'est le nom du groupe qui est là. Maintenant, le second paramètre, c'est X, l'espace X, OK? Champ, mot de passe du groupe obsolète, OK? Donc, ça, c'est le mot de passe. Les X ici indiquent le mot de passe. Maintenant, 1000 ici, par exemple, ici, dans notre cas, c'est 1004. C'est numéro GID, GID de ce groupe, c'est-à-dire l'identifiant, l'identité du groupe. Maintenant, nous avons également de l'espace qui est là, où c'est pas, on n'a pas ajouté quelque chose pour le moment. Par exemple, tous ceux qui vont appartenir à ce groupe, si vous ajoutez des utilisateurs dans ce groupe, alors ils vont figurer ici. OK, si vous ajoutez, on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut ajouter les utilisateurs. Mais si vous ajoutez des utilisateurs ici, ils vont figurer ici. OK? Good. Donc, j'espère que vous prenez note et que c'est clair. Donc, permettez-moi de boire un peu de l'eau là. Le l'eau, quand l'eau, l'eau que je bois aujourd'hui là, c'est un peu spécial. C'est pas l'eau comme notre eau d'habitude là. Aujourd'hui là, c'est un peu de tata glucose là. Ça donne un peu d'énergie. Après vous, j'ai un coup de sécurité. Hein. Aujourd'hui, on va commencer avec quelques outils de sécurité là. On va commencer à réunir les informations, ceux qui viennent hacker là. OK? Donc, groupe primaire et puis groupe secondaire. Et donc, ce qu'il faut savoir maintenant, on a parlé d'utilisateurs, on a parlé de 3 types d'utilisateurs. Maintenant, on a parlé de groupes, on va parler maintenant des groupes, des différents types de groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 2 types de groupes. Nous avons le groupe primaire et puis nous avons le groupe secondaire. Maintenant, ça, c'est très facile à comprendre. Non? Le groupe primaire, c'est tout simplement votre premier groupe. C'est-à-dire, lorsque vous créez un utilisateur, par défaut, il est dans un groupe avec le même nom. C'est tout simplement le groupe primaire qui est là. Maintenant, tout à l'heure, regardez ici, on a dit quoi? Les utilisateurs que vous voyez là dans l'espace à partir d'ici là, ce sont des utilisateurs qui ont été ajoutés dans ce groupe. Donc, ce groupe-là sera quoi? Le groupe secondaire. OK? Ça sera les groupes secondaires. Donc, voici un peu les 2 types de groupes. Le groupe primaire, c'est tout simplement votre premier groupe dans lequel vous êtes lorsque vous créez l'utilisateur. Et maintenant, le groupe primaire, si par exemple, on vous ajoute dans un autre groupe, ça sera votre groupe primaire. Si on prend un exemple sur le groupe WhatsApp, ok, lorsque vous-même vous créez le groupe, vous êtes, disons, on va appeler ça comme étant le groupe primaire. Et maintenant, lorsque quelqu'un vous ajoute sur un groupe, en ce moment, c'est un groupe secondaire. Vous n'êtes pas administrateur sur ce groupe là-bas. OK? Donc, chaque utilisateur a exactement un groupe principal. Pour les utilisateurs locaux, ce groupe est répertorié par GID avec les fichiers /etc/password. Le groupe principal possède les fichiers créés par l'utilisateur. OK? Donc, c'est comme ici, je reviens ici encore. Quand je mets ici, ls, vous pouvez voir ici. Donc, ce groupe que vous voyez là, okay, à chaque fois que vous créez un fichier, il y a, comment on appelle, le nom du groupe qui est là, qui est associé au fichier. Donc, ça, c'est tout simplement votre comment on appelle, le groupe primaire. Mais lorsqu'on vous ajoute dans un autre groupe, ça devient votre groupe secondaire. Donc, lors de la création d'un utilisateur standard, un groupe est créé avec le même nom que l'utilisateur pour être le groupe principal, c'est-à-dire le groupe primaire de l'utilisateur. L'utilisateur est le seul membre de ce groupe primaire d'utilisateurs. Cette conception d'appartenance à un groupe simplifie la gestion des autorisations des fichiers. Okay? Comme je le disais tantôt, et plus tard nous allons arriver sur ça, et puis vous allez comprendre. Tous ceux qui seront dans ce groupe-là pourront facilement faire quoi? Pourront facilement. Il y a quelqu'un qui veut se connecter maintenant. C'est pourquoi. OK. Il y a M.
Mr. Abdullah, we don't have class today. As per the timetable, today we don't have class. As of now, I'm giving the Linux server administration class, but it is in French language. Otherwise, you could participate, but it is in French language. Today we don't have class. Check the timetable. We're having class on Monday, Tuesday, Friday, and Saturday. Can you hear me, Mr. Abdullah? Okay, we are continuing in French. Donc, lors de la création d'un utilisateur standard, donc j'ai déjà fini ça. OK? Donc, vous pouvez tout simplement comprendre ici que quoi? Que lorsque vous créez un utilisateur normal, il y a un autre groupe, il y a un groupe qui est créé avec cet utilisateur-là qui contient le même nom que l'utilisateur que vous créez. Et maintenant, ça va vous permettre tout simplement de gérer la permission des fichiers. Vous allez voir ici qu'il y a une partie qui est pour le groupe. OK? Mais les utilisateurs peuvent également avoir des groupes secondaires. OK? L'appartenance à des groupes secondaires est stockée dans le fichier /etc/groupe. Donc, on a déjà parlé de ce fichier. Les utilisateurs ont accès au fichier en fonction de l'accès de l'un de leurs groupes. OK? Indépendamment qu'il s'agisse de groupes principaux ou secondaires. OK? Donc, voilà, on va continuer. On n'est pas là pour lire seulement. OK, donc on a déjà exécuté cette commande également. Nous avons ici ID. When you execute ID, vous allez voir ici. Ça, c'est l'identité de l'utilisateur. OK. Maintenant, ici, nous avons ici le nom de l'utilisateur. Maintenant, nous avons group ID here. OK, GID. Et puis, you have here the user, the group name. OK. Good. OK. All right. Donc, vous pouvez ajouter des gens dans le groupe ici, mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. Donc, on va continuer. Maintenant, le super utilisateur. OK? Le super utilisateur ici, on a déjà parlé de super utilisateur. On va revenir un peu sur ça. Le super utilisateur, la plupart des systèmes d'exploitation ont une sorte de super utilisateur qui a tout pouvoir sur le système. Dans Red Hat Enterprise Linux, il s'agit de l'utilisateur root. OK? Root user. Quand on revient ici, OK? Password. Ici, vous allez voir que l'utilisateur root est là. OK? Vous avez ici l'utilisateur root. OK? Donc, c'est quoi? Cet utilisateur a le pouvoir d'outrepasser les privilèges normaux sur le système de fichiers. Vous pouvez l'utiliser pour gérer et administrer les systèmes. OK? Pour les tâches comme l'installation et la suppression des logiciels et pour gérer les fichiers et les répertoires du système. L'utilisateur doit augmenter ses privilèges au niveau de ceux que l'utilisateur, au niveau de ceux de l'utilisateur root. Okay? Donc, l'utilisateur root a une capacité infinie à endommager le système, comme j'ai pour habitude de le dire. Lorsque vous utilisez le compte d'utilisateur root, vous devez faire beaucoup attention. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas me connecter en tant qu'utilisateur root, okay? Parce qu'il devrait expliquer ça aujourd'hui. Ce qui est recommandé, c'est que, quel que soit ce que vous voulez faire, vous devrez vous connecter. Bon, pour les petites tâches que vous devrez faire là, connectez-vous en tant qu'utilisateur normal. Okay? Un utilisateur normal qui a un certain niveau de privilège, on va voir ça. Okay? Là, comme cela, vous pouvez faire quoi? Évoquer ces commandes-là pour pouvoir accomplir vos tâches. Mais il faut éviter de se connecter en tant qu'utilisateur. Comme vous pouvez voir ici, il a le pouvoir de outrepasser, OK? Où c'est écrit là? Outrepasser les privilèges normaux et les systèmes de fichiers. Okay? En utilisant, l'utilisateur a la capacité infinie à endommager les systèmes. Vous voyez ici. Endommager les systèmes. Okay? Suppression des fichiers et des répertoires. Ici, par exemple, nous, on est en train de voir ici. Regardez ici. Ça, c'est le fichier password qui est là. L'utilisateur root peut supprimer ces fichiers-là. Il peut supprimer ces fichiers. Si vous êtes connecté en tant que root, il suffit d'une simple erreur. Je prends un exemple ici. Vous êtes connecté en tant que root. Hein. Vous mettez rm-f r, OK, forcefully and recursively. Et puis vous mettez /etc, OK, /password. Les gars, c'est fini comme cela. Si vous exécutez ça, c'est fini pour vous.
le système est corrompu. Vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus faire quelque chose. Vous devrez désinstaller le système et puis réinstaller le système à nouveau. Parce que, bon, si on avait seulement ces 4 utilisateurs que nous avons créés, ça peut aller. Mais elle a les autres utilisateurs du système. Donc, le système sera corrompu. Le système ne sera plus fonctionnel. Donc, il suffit seulement d'une petite erreur. Et puis, vous faites quoi? Vous endommagez le système. C'est pourquoi, cette fois, regardez, si j'exécute ici, on dit quoi? Permission deny. Quand j'exécute ici, on me dit que la permission, je n'ai pas de permission. Ça, c'est parce que je suis un utilisateur normal, un utilisateur standard. Alors que si c'était root, pouf, c'est parti, c'est fini pour toujours. Allez, il y a quelqu'un qui a levé la main. Ok, je voudrais savoir si au niveau du fichier password, est-ce que les mots de passe ou les identifiants de l'administrateur principal s'y trouvent aussi? C'est-à-dire toutes les fonctionnalités qui permettent de se connecter, est-ce que ça se trouve dans le fichier password? Et bon, comme vous pouvez voir ici, le X ici est maintenant, comment on appelle, nous avons les versions précédentes, Red Hat 6, 7, où le password était ici, mais ce n'est pas en plein texte. On va arriver sur ça tout à l'heure. C'était pas en plein texte. Mais le X que vous voyez ici est tout simplement pour le mot de passe. Maintenant, pour avoir les informations sur le mot de passe, on va voir un autre fichier qui est au niveau de. Donc, on va mettre ici 4/etc/shadow. Il y a un autre fichier qui est là sur le shadow. OK. Ce fichier. OK, je dois mettre sudo. Sudo. OK. Donc, pour voir, voici les mots de passe ici. OK. Regardez, si on a créé user 01 today, on n'a pas encore donné un mot de passe à l'utilisateur 01. Donc, du coup, vous pouvez voir qu'il n'a pas de mot de passe. Mais les autres utilisateurs ont des mots de passe. Par exemple, Zongo a un mot de passe. Vous pouvez voir ici, c'est le mot de passe qui est là. Mais le mot de passe est chiffré. C'est pas, on ne peut pas lire ça. Donc, vous voyez comment Linux est sécurisé. Donc, vous-même, en tant qu'administrateur, vous ne voyez pas les mots de passe chiffrés. Cependant, en tant qu'utilisateur suprême, il va appeler ça ainsi, en tant qu'utilisateur suprême, vous pouvez changer le mot de passe. OK, sans problème. OK? Mais le mot de passe, comme vous le voyez ici, n'est pas rédible, c'est chiffré. OK? J'espère qu'elle répondait à votre question. OK, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Vous pouvez votre micro maintenant. OK, donc on continue là. OK? Donc, suppression de fichiers et répertoires, suppression de comptes utilisateurs. Donc, en tant qu'utilisateur, vous pouvez supprimer quoi? Les comptes d'utilisateurs. Ajouter des ports dérobés, ainsi de suite. OK? Si le compte d'utilisateur root est compromis, regardez ici, hein, si le compte d'utilisateur root est compromis, le système est en danger. Si le compte utilisateur est compromis, le système est en danger. Et vous risquez de perdre le contrôle administratif. C'est pourquoi les hackers, quand les hackers veulent attaquer, souvent ils cherchent, ils vont, comme on appelle, cibler le compte root. Quand ils ont accès au compte root, quand le compte root est compromis, c'est fini. Ils peuvent tout faire. Donc, c'est pourquoi Red Hat encourage les administrateurs à se connecter en tant qu'utilisateur normal et n'augmenter leurs privilèges au niveau root que lorsque cela est nécessaire. Donc, ici, on dit quoi? N'augmenter leur. Donc, ça veut dire quoi? Quand on se connecte en tant qu'utilisateur normal, on peut augmenter également notre niveau de privilège au niveau root. On peut augmenter. On va voir ça dans quelques instants. Que lorsque cela est nécessaire. Le compte root sous Linux équivaut à peu près au compte administrateur sur administrateur local sur Microsoft Windows. OK? Donc, dans Linux, la plupart des administrateurs système se connectent à l'aide d'un compte utilisateur sans privilège et utilisent divers outils pour disposer temporairement des privilèges root. Donc, il y a une question que M. Zongo avait posée. Si est-ce qu'on peut, et comment on appelle, un utilisateur normal, est-ce qu'on peut lui donner, par exemple, on peut donner un compte super utilisateur à un utilisateur normal? Non, on ne peut pas donner, mais on peut lui assigner des privilèges, des niveaux de privilèges. On peut, par exemple, lui donner des privilèges d'administrateur. L'administrateur, c'est tout simplement celui-là qui administre les systèmes. Donc, on va lui tout simplement donner certains privilèges pour qu'il puisse exécuter certaines commandes.
Maintenant, plus on donne le niveau de privilège plus élevé, plus on s'approche au super utilisateur. OK? Mais le super utilisateur, il est unique en son genre. Lui, il peut tout faire. OK? Mais on peut également fabriquer un autre bandit comme cela qui pourra tout faire. Mais c'est un potentiel danger. Vous voyez? OK, guys. Donc, on continue. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Changement de compte d'utilisateur. Donc, lorsque vous êtes connecté, par exemple, on est connecté là présentement et puis on veut changer de compte. Comment est-ce qu'on peut changer de compte? OK? Avec la commande SEO. OK? Donc, j'espère que vous écrivez les commandes, les gars. On est en train de couvrir beaucoup de commandes et je ne vais pas revenir sur ça. Tout ce que je couvre, je sais. Je sais sur tout ce que je couvre. Hein. Comme commande, tout ce que je couvre comme commande, je ne reviens pas sur ça. Une prochaine fois qu'on va les utiliser, je considère que vous les connaissez, donc j'utilise et je n'explique plus. Donc, soyez très vigilants et puis voilà. Notez également. Good. Donc, avec la commande SU, dont vous utilisez SU, SU, ça veut dire tout simplement switch user. Permettez-moi d'écrire là. Bon, ici, vu qu'on pratique en même temps, je n'ai pas tendance à écrire. Hein, mais bon, si je sens que c'est important, je vais écrire. OK? SU stand for switch user. Switch user, c'est-à-dire SU, switch user, c'est-à-dire changer d'utilisateur. OK? Changement du compte d'utilisateur. Les utilisateurs peuvent basculer vers un compte d'un autre utilisateur. Si vous exécutez la commande SU à partir d'un compte utilisateur standard avec un autre compte d'utilisateur comme paramètre, vous devez fournir le mot de passe du compte vers lequel basculer. Quand l'utilisateur root exécute la commande SU, vous n'avez pas besoin d'entrer le mot de passe. Donc ici, vous allez voir. OK. Donc, je suis déjà connecté en tant que Zongo et puis en tant que Saïba. Donc, ce qu'il va faire. OK. Donc, en tant que Zongo ici, je vais essayer de me connecter en tant que AC. OK. Comment? Donc, ici. Let me do it like this. OK. Donc, ici, en tant que Zongo, si je veux me connecter en tant que AC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande SU. Ça veut dire switch user. Et puis, je vais mettre le nom de AC. OK? Quand je rentre là, on me demande le mot de passe. Et quel mot de passe dois-je donner here? Et ici, c'est le mot de passe de M. AC. Le mot de passe, c'est 1. Et maintenant, vous pouvez voir là, ID. Vous pouvez voir ici qu'on me dit quoi? Ici, maintenant, je suis assis. Donc, je viens de basculer du compte de M. Zongo au compte de M. Assis. Donc, je suis connecté maintenant en tant qu'assis. Donc, ici, est-ce que vous serez à mesure de vous connecter au compte d'assis si vous ne connaissez pas son mot de passe? Non. Donc, vous voyez. Pour que vous puissiez vous connecter au compte de M. Assis, il faut que vous connaissiez son mot de passe. Sans le mot de passe, vous ne pourrez vous connecter. Who am I? OK? On dit que je suis assis. Comment est-ce que vous pouvez sortir d'ici et écrivez tout simplement exit? OK? Who am I? Who am I, ça veut dire qui suis-je? Je suis Zongo. OK? Mais si je ne connaissais pas le mot de passe de M. Assis, je ne pourrais pas me connecter au compte de M. Assis. OK? Good. Donc, lorsque vous exécutez switch user, donc vous pouvez aller avec SU, hyphen, et puis ou bien SU tout simplement. Moi, je n'ai pas utilisé hyphen. Il y a une petite différence. Si vous voulez savoir la différence, je vous laisse de lire. Moi, il y a des petits trucs là, ma chère. Quand la différence n'est pas grande, moi, je passe. Donc, vous pouvez, voilà, on pouvait aller avec switch user, hyphen, et puis le nom d'utilisateur. Ou bien vous pouvez tout simplement, dans le cas de tout à l'heure, là, j'ai exécuté tout simplement SU. OK? Donc, dans cet exemple, la commande SU du compte, OK? Bascule le compte vers user2. Okay? Si vous omettez le nom d'utilisateur, la commande SU ou SU-FN tente de basculer vers root par défaut. Donc, par exemple, si vous voulez vous connecter en tant que root, là, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de spécifier le nom. C'est comme lorsqu'on exécutait CD. On a dit quoi? Si vous écrivez CD, je vais faire quelque chose ici avant de continuer. OK? Donc, je viens ici et ls. OK, je vais aller dans CD et RH. OK?
Donc ici, on a dit que CD, lorsque vous exécutez CD, regardez en haut ici, j'ai exécuté CD en spécifiant le nom du répertoire. Mais si vous exécutez CD sans spécifier le nom du répertoire, ça va nous amener où? Ça va nous amener au répertoire personnel de l'utilisateur présent. Donc, quand je rentre ici, vous allez voir ici, tilde. Lorsque vous voyez ce symbole tilde, ça montre tout simplement que vous êtes dans le répertoire personnel de l'utilisateur. Et vous, ici, vous pouvez voir. Vous pouvez mettre Present Working Directory, vous allez voir ici. OK? Home Directory. OK? Ici également, lorsque vous exécutez la commande SU et puis vous ne spécifiez pas le nom d'utilisateur, ça va vous basculer vers le nom, vers l'utilisateur racine. Donc, je vais tenter avec M. AC d'abord. Est-ce que je suis connecté? OK, non, je suis connecté en tant que Zongo ici. Donc, quand je mets SU, qu'est-ce qui va se passer? On me demande le mot de passe. Le mot de passe de qui? De l'utilisateur racine. Si je connais le mot de passe de l'utilisateur racine, donc je vais mettre là 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. ID. On me dit quoi? Root. Je suis l'utilisateur suprême ici. OK? Je suis maintenant l'utilisateur suprême. Ce que vous voyez devant là, ne vous inquiétez pas pour ça d'abord. On va parler de ça dans la sécurité plus tard. Ça, c'est, on va parler de ça plus tard. Une sécurité beaucoup avancée. OK? Mais on n'est pas encore arrivé sur ça, donc ne regardez pas ça d'abord. OK? Donc, je sors d'ici, exit. Good? Yes, good. OK, donc, voilà. Donc, c'est à vous de, si vous voulez vous connecter à un utilisateur et que vous connaissez, vous pouvez spécifier. Mais si vous ne spécifiez pas, si par exemple, vous voulez vous connecter en tant que route, en ce moment, vous n'avez pas besoin de spécifier. Vous pouvez également spécifier le nom route. OK? Le cours tout à l'heure, là. Donc, on a encore 30 minutes. OK? Changement de compte d'utilisateur. Malheureusement, on ne pourra pas finir les chapitres aujourd'hui. Je voulais finir ça aujourd'hui. Changement de compte d'utilisateur. Dans la commande SU, on a déjà parlé de ça. Donc, ici, nous avons une comparaison qui est là. Okay? La commande SU démarre un shell sans connexion, alors que la commande SU est... Bon, ça, c'est une comparaison. Lisez ça. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Exécuter la commande avec les commandes, exécution de commande avec sudo. C'est quoi sudo, même? OK? Tout à l'heure, là, vous avez vu, hein? Quand j'exécutais ici, j'utilisais sudo. Regardez ici. Là, pour pouvoir voir les commandes que vous avez eu à exécuter, regardez sur votre clavier, nous avons les commandes arrow, up arrow, down arrow, left et puis right. Les flèches en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous pouvez utiliser les flèches en haut pour voir les anciennes commandes que vous avez eu à exécuter. Regardez ici, quand j'exécutais ici, j'avais mis sudo. C'est quoi sudo? C'est de ça qu'on va parler maintenant. On a déjà parlé de SU, switch user. OK? Et maintenant, on va parler de sudo. OK? Pour des raisons de sécurité, dans certains cas, les administrateurs système configurent l'utilisateur root pour qu'il n'ait pas de mot de passe valide. Okay? Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas se connecter au système en tant que root directement avec un mot de passe. Okay? Donc, quand vous désactivez le mot de passe de root, vous ne pouvez pas vous connecter en tant que root directement. Donc, en ce moment, et les utilisateurs ne peuvent pas se connecter en tant que OK. De plus, vous ne pouvez pas utiliser SU. Vous ne pouvez pas également utiliser SU parce que SU ici va vous demander un mot de passe pour obtenir un shell interactif. Dans ce cas, lorsqu'il n'y a pas de mot de passe, dans ce cas, vous pouvez faire quoi? Utiliser la commande sudo pour obtenir l'accès root. OK? Ici, sudo va vous donner le privilège de root tout simplement. Si, par exemple, il y a des commandes que vous ne pouvez pas exécuter ici en tant qu'utilisateur normal, mais en utilisant sudo va vous permettre de les exécuter tout en spécifiant votre mot de passe. Mais pour pouvoir, OK, on va lire ici, je crois que ça s'est expliqué ici. À la différence de la commande SU, sudo nécessite généralement que les utilisateurs entrent leur propre mot de passe pour l'authentification et non le mot de passe du compte d'utilisateur auquel ils tentent d'accéder. Autrement dit, les utilisateurs qui utilisent la commande sudo pour exécuter la commande en tant que root n'ont pas besoin de connaître le mot de passe root. Au lieu de cela, ils utilisent leur propre mot de passe pour authentifier l'accès. Ici, la question que vous allez poser, mais si tel est le cas,
Est-ce que n'importe qui peut pas utiliser sudo? Non, n'importe qui peut pas utiliser sudo. Pour que vous puissiez utiliser sudo, l'administrateur doit faire une configuration où il vous ajoute, il vous donne un niveau de privilège. Parce que vous utilisez sudo pour exécuter des commandes, et comment on appelle, on vous donne un niveau, un accès privilégiant, un privilège, et comment on appelle, d'exécuter certaines commandes. Donc, tant qu'on ne vous donne pas ça, même si vous utilisez sudo, vous ne pourrez pas les exécuter. OK? Donc, ici, pour que vous puissiez utiliser sudo, on doit faire quoi? Il y a un fichier qu'on appelle sudo web file. On doit vous ajouter là-bas. OK? Et lorsque nous créons un utilisateur, lorsqu'on installe le système d'exploitation, il y a un utilisateur qui est créé. Cet utilisateur est ajouté directement, OK, dans le fichier de configuration qui est le sudo. C'est pourquoi il peut utiliser. Par exemple, ici, l'utilisateur Saiba Nyampa est un utilisateur qui se trouve dans le sudo web file. OK? C'est pourquoi j'arrive à utiliser sudo. Mais si j'essaie, par exemple, d'utiliser, et comme on appelle le sudo avec l'utilisateur Zongo, ça ne va pas fonctionner. Quand il met ici sudo, par exemple, slash sudo, add, OK, ça passe. Sudo, par exemple, yam, ou bien DNF install, par exemple, et open SSH, OK, serveur. OK? Regardez si on me demande le mot de passe. Quand il met là, ils vont dire quoi? This Zongo is not in the sudo. Voici le fichier ici. Il n'est pas dans le fichier ici. Donc, du coup, c'est vrai, on a dit que sudo va vous permettre d'exécuter le commande, mais tant qu'on ne vous ajoute pas dans ce fichier-là, vous ne pourrez pas utiliser sudo. Et pourquoi on vous ajoute ici? Il faut que vous soyez un administrateur. OK? Là, on va vous... Ou bien bon, genre, on décide en fonction de votre rôle. En fonction de ce que vous faites dans l'entreprise, on peut vous ajouter ici. Et puis ici, on va voir ça tout à l'heure, dans un peu de temps. OK? OK, donc quand on va arriver là-bas, je vais parler de ça. This incident will be reported. Donc, vous voyez. OK? OK. Good. Donc, vous pouvez configurer la commande sudo pour autoriser les utilisateurs spécifiques à exécuter une commande sous une autre identité et uniquement certaines commandes sous l'identité de cet utilisateur. Par exemple, si vous configurez la commande sudo pour autoriser l'utilisateur 1 à exécuter la commande user mode en tant que root, vous pouvez exécuter la commande suivante pour verrouiller ou déverrouiller un compte d'utilité. Donc, si vous voulez, qu'on appelle, on va arriver sur ça tout à l'heure. Mais si vous voulez, par exemple, verrouiller un utilisateur, vous allez avec capital L, ça veut dire lock. Si vous voulez déverrouiller, vous allez avec capital U, ça veut dire unlock. Okay. Mais comme on ne sait pas d'abord utiliser cette commande user mode, ça veut dire user modify. Okay. Donc, on ne va pas exécuter ça pour le moment. OK? J'espère que c'est clair. OK? Donc, si un utilisateur essaie d'exécuter si un utilisateur essaie d'exécuter une commande sur une autre identité et que la configuration sudo ne l'autorise pas, bash bloque la commande. Donc, comme vous le voyez ici, bash a bloqué la commande. C'est pourquoi on me dit quoi? C'est pas ici. Vous voyez ici. Donc, cet incident, this incident will be reported. OK? Il bloque la commande, consigne la tentative dans le journal. Donc ici, vous pouvez voir ce qu'elle vient de faire ici, là. Ça sera dans le journal et l'administrateur pourra voir ça et pourra prendre des sanctions. OK? Consigne ça dans le journal. OK? Par défaut, envoie un email à l'administrateur. donc, tout à l'heure, c'est pourquoi il vous disait quoi? Tout ce que vous faites sur le système, l'administrateur sait tout. L'administrateur peut configurer de sorte que si vous faites ce que vous n'êtes pas autorisé à faire, il va recevoir un mail automatiquement. Vous voyez ici. Donc, on va voir ça. Vous pouvez exécuter la commande qui est là pour voir. Ce qu'on vient de faire tout à l'heure, là, ça a été envoyé là-bas. Et ça, on peut envoyer ça également à l'administrateur à travers son mail. OK, donc sudo tel /var/log secure. Donc, on va voir ça ici. Donc, ici, on sait comment utiliser tel. OK, /var. OK, /log. Donc, ça, c'est le log. Quand on parle de log ici, ce sont des entrées /secure. OK, et ici, il y a un point. 2, 3, 4, 5. Et ici, regardez ici, Zongo. On nous dit quoi ici, monsieur Zongo a essayé de se connecter.
alors que user is not in sudo. On nous dit quoi ici? Comment on appelle, on souligne ici qu'il n'est pas dans sudo, ouais, mais il a essayé d'exécuter une commande qui n'a pas droit. Regardez la commande qu'il a exécutée. Commande. Et DNF install OpenSSH. Toi, tu n'es pas autorisé. Pourquoi tu veux installer ça? Donc, du coup, tout ce que les gens font, je peux, en tant qu'utilisateur root, vous pouvez voir tout ici en même temps. Donc, voici, vous savez c'est quel commande il a essayé d'exécuter. Donc, en regardant ici, vous pouvez prendre des sanctions. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prendre des sanctions ici contre l'utilisateur en question. Ouais. C'est à quelle heure il a exécuté? À 21h56. OK? Localhost. Sudo. OK? Process ID. User Zongo. User init is not in the sudo. TTY. OK? Present working directory is the /home/zongo. Donc, ici, on vous indique où vous pouvez le trouver. Donc, après ça, si vous voulez, par exemple, comment on appelle, verrouiller l'utilisateur Zongo, vous pouvez toujours, vu qu'il n'a pas respecté les consignes, vous pouvez mettre là sudo, OK, et user mode /lock, OK, Zongo. Et puis quand j'exécute là, c'est fini pour lui comme ça. Il n'a pas respecté les consignes, donc je viens de le verrouiller. Donc c'est fini pour lui. Regardez ici. LS. Bon, pour le moment, il a déjà connecté, non. Je vais me connecter en tant qu'assis et puis je vais revenir sur M. Zongo pour voir si est-ce qu'il pourrait me connecter. Le mot de passe de assis, c'est 1. OK. Donc je vais switch user to Mr. Zongo. OK. Le mot de passe de Zongo, c'est 1. Regardez, on me refuse. Authentication failure. Authentication failure. On me refuse. Mais je vais sortir d'ici de AC parce que j'étais connecté en tant que. On me demande, comment on refuse que je me connecte en tant que AC. Et puis regardez ce qui se passe. Attention. Je suis dans quel utilisateur? Regardez ce qui se passe. Logout. Normalement, j'étais dans quel utilisateur? C'est OK, je suis ici. Je suis au niveau de Cyber, non? C'est quelle chaîne je voulais utiliser? C'est au niveau de Zongo ici, je devrais utiliser. Le fichier, OK, attendez. Vous connaissez ici. Mais bon, ce que vous voulez illustrer, vous pouvez voir ici. Quand j'essaie de me connecter en tant que Zongo, on dit quoi? Authentication failure. OK? Donc, du coup, je ne peux plus me connecter en tant que... Parce que ça a été locked. It is locked. Donc, ce que je vais faire ici, je vais essayer de unlock. OK? Comment? En utilisant la même commande, mais avec you. OK? So, sudo user mode. Bon, ce sont des commandes qu'on va voir dans un peu de temps. Bon, on ne pourra pas les voir aujourd'hui, malheureusement. Et hyphen capital U. Ça, maintenant, vous le déverrouillez. OK? Zongo. OK? Donc, si j'essaie de me connecter maintenant en tant que Zongo, vous allez voir que ça va passer. Mot de passe. Et vous voyez que maintenant, j'arrive à me connecter. Alors que, même chose, j'avais exécuté ici et on me disait qu'authentification failure parce que j'avais verrouillé son compte. OK? Mais bon, on va arriver sur ça tout à l'heure, si le temps permet. Bon, malheureusement, le temps ne va pas permettre parce que dans 7 minutes, je dois arrêter. OK, guys. C'est un module qui est costaud, c'est un chapitre qui est costaud. Donc, exécution de commande avec sudo. Donc, bon, il a déjà montré plusieurs exemples. Lorsque vous n'avez pas le droit d'exécuter une commande, si vous êtes dans les fichiers sudo qu'on va voir tout à l'heure, vous pouvez tout simplement utiliser la commande sudo. Ça vous donne le privilège, en fait. Par exemple, ici, user 01, ici, on a assigné, on a donné un niveau de privilège à ce utilisateur qui lui permet d'exécuter ces commandes-là. Donc, pour pouvoir exécuter ces commandes, il faut évoquer la commande ici. En fait, en exécutant la commande sudo ici, c'est vous évoquez un niveau de privilège auquel vous avez accès pour pouvoir exécuter ces commandes-là. Okay? Donc, un autre avantage de sudo est de consigner par défaut toutes les commandes exécutées par. OK, donc dans Red Hat Enterprise Linux 7 et les versions ultérieures, tous les membres du groupe will peuvent utiliser sudo pour
exécuter les commandes dans l'identité de n'importe quel utilisateur, y compris root. OK? Donc, ces fichiers-là, je vais vous montrer ça ici. Ici, qu'on est en tant que Django dans tous les cas. OK, donc, exit from here. OK? Donc, ici, je vais vous montrer un fichier. Attendez, je vais voir ici, c'est le fichier là. Obtention de shell root interactif avec sudo. OK? Pour accéder au compte root avec sudo, utilisez la commande sudo-i. Donc, vous pouvez également vous connecter au compte root en utilisant sudo, sudo-i. Ça vous, comment on appelle, permet de vous connecter en tant que root. OK? Regardez ici. Je me connecte directement en tant que root. OK? Si vous exécutez sudo-i. Maintenant, je vais aller au niveau de Django pour voir sudo-i. Regardez ici. Password. Ici, on me demande password. De l'autre côté, on ne m'a pas demandé password. Ici, on me demande password. Je vais donner le mot de passe. On dit quoi? Django is not in the sudo file. This incident will be reported. Donc, est-ce que vous suivez bien ce qui se passe là? Quand je vais avec Cyber Nyampa, il n'y a aucun problème. Ici, même, on ne me demande même pas mot de passe. Mais quand je viens ici, on me demande mot de passe. Je donne le mot de passe. Et puis, on dit que, quand il n'est pas de fichier, que cet incident sera reporté. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas le niveau, il n'est pas administrateur ici. Donc, il y a des commandes, il ne peut pas exécuter. Il ne peut pas utiliser sudo. Pour utiliser sudo, il faut être dans les fichiers sudo. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Okay? Donc, lorsque vous voulez vous connecter en tant que, lorsque vous voulez, comment on appelle, accéder au compte root avec sudo, utilisez la commande sudo ce qui vous permet de basculer vers le compte root et exécuter les shells par défaut. Okay? Donc, maintenant, nous avons, vous pouvez voir là, donc pour les fichiers /etc/sudo. Donc, vous voyez, ça fait le troisième fichier qu'on voit aujourd'hui. On a vu /etc/password, /etc/group. Maintenant, on est en train de voir /etc/sudo. Et le fichier de configuration principale associé à la commande sudo. Pour éviter les problèmes de plusieurs administrateurs, comment on appelle, le problème que, pour éviter les problèmes, si plusieurs administrateurs tentent de le modifier en même temps, vous pouvez le modifier uniquement avec la vie sudo. OK, juste parce que souvent, il peut y avoir plusieurs administrateurs qui tentent de modifier. Donc, pour éviter les problèmes, si vous utilisez vi sudo, OK, ça va éviter tout ça. Ça va vérifier les syntaxes. OK, donc, pour pouvoir modifier ce fichier-là, allez avec vi sudo. OK, et puis vous allez voir. On va aller maintenant voir comment est-ce qu'on peut ajouter un utilisateur. OK, à ce. Donc, exit from here. OK, donc, allez-y. vi sudo. OK, ça, c'est le fichier de sudo. Vous pouvez aller avec ça. Sudo vi sudo. OK, donc, c'est le fichier qui est là. OK, c'est le fichier qui est là. Wow, c'est pas visible, hein, les gars. Wow, le contenu n'est pas visible. Wow. Essayez de pencher un peu votre écran là, votre moniteur, vous allez voir. OK? Donc ici, si on descend, vous allez voir maintenant. OK? Nous avons plusieurs groupes ici. OK? On va descendre là. Descendez. Vous voyez ici, route. OK? Donc, M. Zongo, vous avez posé une question. Lorsque vous voulez un utilisateur, vous voulez qu'un utilisateur puisse avoir le compte de super utilisateur, vous l'ajoutez ici tout simplement. Si vous l'ajoutez ici, il peut faire tout. OK? Vous l'ajoutez tout simplement en bas des routes ici. OK? Allo route to run any command anywhere. OK? Donc, les utilisateurs que vous voulez qu'ils deviennent administrateurs, vous pouvez tout simplement les ajouter ici. OK? Par exemple, j'ai le compte Zongo. Je vais ajouter ça ici juste pour pratiquer. Donc, ici, Zongo qui est là. Pour ajouter, il faut suivre juste ce qui est là. OK? Tab. OK? All equal. All. OK? Tab. Et puis all. OK? Donc, je viens d'ajouter l'utilisateur Zongo ici. Je descends. Maintenant, vous avez ici utilisateur will. L'utilisateur will ici, bon, allow people in group will to run all commands. OK? Ça, et comment on appelle ça, vous donne également, comme je l'avais lu quand la slash passait,
Avant, qu'on appelle les versions ultérieures comment on appelle, les versions précédentes de Red Hat 6 et puis 7, lorsque vous ajoutiez un utilisateur ici au niveau de Will, il pouvait faire quoi? Il pouvait exécuter toutes les commandes d'administration. Mais maintenant, avec la version 9, il a beaucoup de restrictions. OK? Same thing without a password. Mais si vous voulez que quelqu'un se connecte sans un mot de passe, vous pouvez voir ici. Vous l'ajoutez ici. Et vous ajoutez, même ici au niveau ici, je peux juste mettre ici no password, OK, all. Là, ça va permettre à M. Zongo de se connecter sans mot de passe. OK? Donc, c'est le fichier qui est très simple. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est ici que tout se passe. OK? C'est ici que tout se passe. Donc, on vient d'ajouter l'utilisateur Zongo et on va voir ce qui va se passer. OK, donc pour sortir d'ici, on a vu c'est la séance passée. Script, OK, colonne, W, quit. OK? Donc, on vient de modifier. Donc, maintenant, on va repartir sur Zongo maintenant et puis on va voir ce qui va se passer. On vient d'ajouter Zongo en tant qu'administrateur. OK? Maintenant, je vais exécuter la même commande qui est là. Et puis, vous allez voir. Au moins, yes, OK. Donc, regardez maintenant. Le mot de passe, c'est quoi? Hein? On a dit quoi? Error. OK, this system is. OK. Donc, ça, c'est une erreur maintenant du système parce que le système, c'est Red Hat, on est en train d'étudier alors qu'on n'est pas inscrit, on n'est pas abonné en fait. Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir ici, is not registered with the entity server. OK, donc, c'est pourquoi sinon, il peut maintenant exécuter les commandes qu'il veut. Et regardez maintenant, switch user sudo -i. Regardez maintenant. Avant, quand j'essayais, je n'arrivais pas. Vous savez même. C'est parti. OK, comme j'étais tout. Donc, regardez ici maintenant, ça passe facilement. Parce qu'on vient de l'ajouter de l'autre côté. OK, les gars. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui. OK. Et demain, on va continuer. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on peut créer un utilisateur, comment on peut modifier un utilisateur, comment on peut créer un groupe, comment on peut ajouter des utilisateurs au groupe. On va voir ça la séance prochaine. La séance prochaine, c'est samedi. On va voir ça le samedi. J'espère que c'est clair pour tout le monde. OK. Donc, on va s'arrêter là. J'ai cours dans quelques minutes. Bon, je vais me reposer un peu avant de reprendre, sinon ça va me fatiguer. OK, les gars, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.